Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle interview. J'ai aujourd'hui la chance d'accueillir Solène et Chris. Salut, ça fait super plaisir de vous recevoir. Je vous suis sur les réseaux sociaux parce qu'en plus c'est deux sujets qui me passionnent. Donc toi t'es plutôt sur le marketing et toi t'es plutôt sur la psychologie humaine. Et c'est deux sujets qui moi à titre perso me parlent beaucoup parce qu'en plus les deux sont assez liés, mais je pense qu'on va y venir. Comment ça va déjà? Ça va très bien. Merci beaucoup, merci de nous recevoir. Ouais. Félicitations aussi pour le bébé, c'est quand même magnifique. Je vais commencer avec une première partie où je vais vous poser des questions assez rapidement en saillie. Si vous voulez sauter la question, il n'y a pas de problème, mais en gros le but c'est de répondre assez rapidement. Selon vous, à partir de quel chiffre on peut être considéré comme riche? La marge entre le 0 et le 1 million est plus proche qu'entre le million et le 50 millions par exemple. Donc, ouais, si on parle de richesse financière, je dirais à peu près 1 million moi aussi. Financièrement, ouais. Ok. Est-ce que c'est cool d'être connu? Les deux, ça a ses avantages et il y a aussi l'envers du décor qu'on voit pas forcément. Mais c'est cool, mais il faut savoir le gérer, je pense. Est-ce que les impôts en France sont trop élevés? Oui. Complet. Dans quelle industrie vous iriez si vous étiez milliardaire? Moi, j'irais dans la musique. J'ai toujours adoré la musique, la danse, l'artistique. Donc moi, je pense que j'irais dans une industrie plus qui se rapprocherait du monde artistique. Personnellement, en tout cas, je pense que j'irais plus là-dedans. Moi, j'irais dans le cinéma, je pense. Est-ce qu'on mesure le succès d'un entrepreneur à l'argent qu'il gagne? Non. Non, carrément pas. Pas du tout. Oh non. À quoi vous devez le plus votre succès? Notre chemin, moi je dirais mon Notre chemin de vie. persévérance. Quelle est la personne que vous admirez le plus? Nelson Mandela. Moi, j'aime beaucoup Angelina Jolie. Donc, plus sur l'interview, il y a eu justement tout de suite cette réaction sur le fait que c'était difficile de trouver un média que vous regardiez sur les entrepreneurs et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est plus vraiment un sujet à part entière, mais c'est un sujet qui en imbrique tellement d'autres, dont vous, du coup, le marketing et la psychologie? Ouais, pour moi, c'est un brique. En fait, être entrepreneur, déjà, pour moi, entrepreneur, c'est pas un métier, dans le sens où c'est un statut pour moi, qui peut vouloir dire tellement de choses. On peut être entrepreneur parce qu'on fait des ongles, on peut être entrepreneur parce qu'on est en freelance. Enfin, pour moi, ça se perd un peu finalement, même cette définition-là, en tout cas. Je suis assez d'accord dans le sens où aujourd'hui tout le monde va être entrepreneur parce que tout le monde voit l'archétype typique sur les réseaux sociaux du mec qui est riche, de la fille qui va à Dubaï, qui machin. Alors qu'au final, ils se disent ok, moi ce que je veux c'est avoir cette vie-là. Mais en fait, ils ne savent pas vraiment tout le chemin qu'il y a à faire jusqu'à cette vie-là. Donc du coup, quand tu commences à entamer quelque chose, tu te dis « Ah, mais en fait, t'es pas entrepreneur comme ça du jour au lendemain, c'est pour quelle raison tu le fais, quel message tu veux donner Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur non plus. C'est ça. En fait, c'est devenu un effet de mode, effectivement, parce que ça donne accès à une certaine liberté, mais tout le monde peut tenter, mais tout le monde n'est pas fait pour l'être, à mon sens. On ne finira pas entrepreneur, quoi. C'est quoi le moment où vous vous êtes rendu compte que c'était un truc qui vous plaisait? Je sais que tu as fait de la télé-réalité un peu avant, tu as travaillé avec Christopher Van Gens, ce que tu me disais en off. À quel moment vous avez eu ce déclic, vous, de vouloir justement être entrepreneur et votre propre patron? Alors moi, par rapport à mon histoire, j'ai toujours depuis 16 ans, moi j'ai quitté l'école à 16 ans, et en fait j'étais professeur de danse. J'ai eu l'opportunité, j'ai quitté l'école parce que le système scolaire ne me correspondait pas du tout. Je quitte l'école, je pars dans l'industrie de la danse, où là je deviens danseur professionnel, je donne des cours, je voyage un petit peu partout, où je vais vraiment chorégraphier des grands shows. Enfin, j'ai fait pas mal de choses intéressantes. Derrière, financièrement, je ne m'y retrouve pas, mais par contre, c'était quelque chose qui me plaisait. Donc, je pars plus dans le milieu de la nuit, dans quelque chose de différent. Mais j'ai toujours eu cette fibre de me dire... Je suis passé à la télé-réalité dans le sens où il fallait un échappatoire à un moment donné dans ma vie pour me sortir d'une situation difficile qui était pour moi une dépression, qui derrière m'a amené à pouvoir ouvrir mon entreprise de tatouage, parce que j'ai eu aussi une entreprise de tatouage en présentiel, qui d'ailleurs tournait... J'ai les preuves de... juste là. Je suis pas un menteur. On ne croirait pas. On croirait pas. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, en gros, je pense que c'est avant tout un système de mentalité. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas eu de switch, parce que toute ma vie, j'ai toujours voulu écouter ce que mon cœur me disait. Quand mon cœur il me disait « Ok, là il faut que tu fasses ça parce que c'est ça que tu veux faire dans ta vie », je le fais. Il n'y a pas eu, on va dire, de chemin qui était prédéfini où je devais suivre ce chemin-là et me dire « C'est ça, toute ma vie je vais faire ça ». Mais c'était plus « Ok, j'ai quelque chose, je vais vers cette chose-là ». D'ailleurs, si ça me fait bifurquer vers autre chose, j'y vais aussi. Je vais un petit peu là où va mon cœur et je le suis en fait. Et au final, je me retrouve à faire quelque chose qui me fait vraiment vibrer, donc c'est super. Mais il n'y a pas eu, on va dire, un switch dans ma vie où j'étais du salarié et me dire ok, je vais être entrepreneur, parce que je pense que je l'ai toujours plus ou moins été dans l'âme en vrai. Toi, Solène? Moi, plutôt différent pour le coup. Moi, je ne me suis pas arrêtée très loin dans les études. Je suis allée jusqu'à un BTS. J'ai pas eu la foi d'aller plus loin. Mais déjà,
même lors de mon BTS, je me posais beaucoup de questions et j'étais un peu le vilain petit canard. Dans le sens où, quand j'essayais d'exprimer ce que je ressentais par rapport aux études, etc., que ce soit aux élèves de ma classe à l'époque ou aux profs, j'étais jamais entendue dans le sens où c'était illusoire. Ce que je disais, c'était non mais Solène, tu rêves, ça se passe pas vraiment comme ça dans la vie. Et alors que j'aspirais déjà à entreprendre, mais je pense que je manquais énormément de confiance en moi. Et dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est important. Effectivement, ça fait pas tout, mais c'est important parce que du coup, en gros, moi, je projetais, enfin, les autres projetaient sur moi toutes leurs peurs. Donc, vu que moi déjà, j'avais pas confiance en moi, j'avais tendance à écouter, à me dire « Ouais, non, mais oui, c'est clair, de toute façon, vous avez raison, ça marchera jamais. » Donc, j'ai fini mon BTS, voilà, je l'ai eu, c'est bien, j'en ai rien fait. J'ai travaillé dans la restauration après, donc rien à voir du tout. Ce qui m'a permis de partir en Australie. Et je pense que l'Australie, je suis partie en Australie, j'avais 21 ans, et ça a été mon plus gros déclic, justement. Je me suis pas lancée tout de suite, mais ça a été mon plus gros déclic pour me lancer par la suite parce que en fait, je manquais de sens. Ma vie, elle avait pas de sens. Certes, j'étais bien, j'avais déjà une certaine liberté géographique, mais je me disais maintenant, il me manque la liberté financière. Là, je fais un truc, je travaille dans la restauration. Oui, pourquoi pas, mais ça faisait pas de sens. Donc ouais, ça a été plus le biais du salariat avec pas mal de schémas répétitifs dans le salariat. Voilà, des choses qui se sont pas forcément bien passées et bien terminées non plus d'ailleurs. Et puis voilà, j'en ai eu marre, j'ai claqué la porte et j'ai dit franchement, j'aspire à mieux, je mérite mieux que ça et je me suis un peu lancée comme ça, là-dedans, dans ce grand vide. C'est super intéressant, vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux pour vos business et c'est aujourd'hui devenu un canal incroyablement puissant pour beaucoup de gens qui notamment font du business en ligne comme vous. Comment vous gérez ces réseaux sociaux-là ? Est-ce que c'est un outil de travail à part entière ? Est-ce que c'est aussi quelque chose où vous partagez un peu votre vie perso ? Parce que j'ai vu que c'était aussi un peu le cas. Comment vous réussissez à gérer le fait d'avoir des comptes de réseaux sociaux qui sont du coup des comptes de votre propre vie et en même temps qui vous génèrent du business et qui sont aussi liés à votre vie professionnelle ? Alors honnêtement, dans le travail de développement personnel qu'on peut proposer sur les réseaux sociaux et dans le travail pour ma part, on va dire beaucoup plus en termes de psychologie, c'est quelque chose que je fais quotidiennement. C'est-à-dire que ce que je présente, c'est aussi ce que je vis, c'est aussi ce que je suis, c'est aussi ce que j'apprends, c'est aussi ce que je veux être. Donc au final, il y a cet aspect honnêteté où tout ce que je le partage parce que je le vis et c'est ce que je fais. Et il y a cette partie où on présente aussi notamment la grossesse, des parties de notre vie où oui, on est vulnérable parce que nous aussi on souffre, parce que nous aussi on est malheureux à certains moments, qu'on vit des moments difficiles ou autres. Et c'est juste que je pense que les réseaux sociaux, il y a une sorte de filtre qui fait que les gens sont plus ou moins je vais pas mettre ça parce que je vais être critiqué, je vais pas mettre ça parce que je vais être jugé. Donc moi je préfère être totalement honnête avec les gens, quitte même à me faire critiquer, parce que moi je me ferai critiquer pour ce que je suis et non pas pour ce que je suis pas. Donc à la limite, je préfère être 100% honnête et même me paraître vulnérable avec les autres. Oui, complètement. Je pense que ça fait beaucoup travailler le perfectionnisme aussi, en tout cas pour ma part. J'ai tendance à être hyper perfectionniste et à ne pas toujours inviter l'authenticité à venir dans ma vie. Et je pense que les réseaux, ça apprend un peu ce côté-là tout en mettant un cadre dans le sens où des fois... je sais que moi, quand je me suis lancée, ça fait bientôt 5 ans que je suis exposée vraiment sur les réseaux. Et j'avais tendance à être beaucoup dans le calcul, justement, mais qu'est-ce que va penser l'autre si je mets telle ou telle story ou mais non, ça c'est nul, à m'auto-juger sans cesse. Et là, ces dernières années, j'ai vraiment appris à lâcher. Après, je pense qu'on met pas tout, on met déjà une bonne grosse partie de notre vie. Effectivement, on partage, là, par exemple, la grossesse, c'est quand même quelque chose d'assez intime, etc. Les gens aiment bien ça aussi, mais on s'empêche pas non plus on montre pas que le beau. Enfin, je pense que c'est important aussi. Genre, moi, là, dans ma grossesse, j'ai vécu des moments assez intenses, on va dire, et je me suis pas empêchée, en fait, de les montrer. Sans forcément avoir de discours culpabilisant en disant attention, vous êtes enceinte, c'est horrible, vous allez voir, mais plus on n'en parle pas assez, donc sachez que voilà, ça existe aussi, il y a aussi des moments où ça va pas et c'est ok aussi quoi. Est-ce que c'est même mieux pour le business ? Je pose vraiment la question naïvement. Est-ce que le fait d'être ouvert sur votre vie un peu plus personnelle, ça vous donne entre grosses guillemets des meilleurs chiffres sur le business ? Alors, je dirais pas des meilleurs chiffres, mais en tout cas, les gens ont cette chose qui dit, je sais je sais où je vais en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les gens, au final, ils font ce choix de travailler avec toi ou de pas travailler avec toi, mais quand ils travaillent avec toi, au moins, ils savent à qui ils ont affaire. Et même dans notre travail, j'ai envie de dire, en tant qu'entrepreneur dans nos entreprises, quand on est confronté à avoir des clients, à communiquer avec eux et vraiment avoir des accompagnements sur plusieurs mois, on est 100% net avec eux sur notre vie, sur ce qu'on vit, sur tout. Donc au final, ça crée vraiment un lien de proximité et puis un lien aussi en sorte de fidélisation qui fait que le client, il est
Au final, il se dit, ok, j'ai vraiment affaire à un être humain et non pas juste à quelqu'un qui veut me prendre de l'argent ou qui veut m'apprendre un truc et puis basta. Non, là, j'ai vraiment un suivi plus vraiment un relationnel en plus. Et c'était ça qui était important. Oui, c'est un peu anti-infopreneur, cette approche-là, non? Parce que les infopreneurs sont quand même très... il y a une vidéo, un truc de formation et puis au revoir, quoi. C'est vrai. Bah oui, en fait, c'est vraiment un mélange. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à me catégoriser. Et Chris, je pense que c'est la même chose. On peut pas... Parce qu'on nous dit des fois, vous êtes influenceur. Oui. Pourquoi pas? Vous êtes infopreneur? Oui, pourquoi pas? En fait, je pense que c'est un mélange de tout ça parce que influenceur, au final, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je vois ce terme un peu péjoratif parce que j'ai l'impression qu'il a été tourné maintenant au péjoratif. Oh, vous êtes influenceur, alors que tu vois, par exemple, on fait pas du tout placement de produit, quand bien même j'ai rien contre. Du coup, j'ai du mal à me localiser là-dedans. Plutôt créateur de contenu, du coup. Ouais, c'est plus ça, créateur de contenu. Ouais, on partage notre vie, on la rend accessible, mais pas trop. Faut mettre un cadre aussi, je pense, parce que bah, c'est comme tout. Hein. Quand tu donnes ça, bah, on se prend ça aussi. On fait pas spécialement de placement de produit, voire pas du tout même d'ailleurs. On fait que pour nos produits à nous. Donc, ouais, je pense qu'on est à mi-chemin entre ces deux notions, quoi. Ouais. Puis vous entreprenez en couple, ce qui est quand même un truc qui est pas commun. On en voit quand même certains sur les réseaux sociaux. On peut penser à Papépi. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement exigeant. C'est quelque chose qui est parfois déconseillé. Moi, je le dis même à titre perso. J'avais monté une boîte avec mon ex et la boîte s'est fermée parce qu'on s'est séparés. Okay. Je vous souhaite évidemment pas le même futur. Ce sera le cas, mais je le dis parce que il y a quand même cette verticale-là. C'est-à-dire que vous liez quand même l'activité professionnelle à la vie personnelle. Comment vous le vivez au quotidien? J'imagine que vous devez avoir des moments incroyablement sympas, mais c'est peut-être aussi quelque chose d'exigeant. Bah écoute, franchement, ça va. Moi, je trouve. Honnêtement, c'est pas pour vendre du rêve, mais honnêtement, ça va. Je pense qu'on s'entend plutôt bien sur... En fait, on travaille quand même sur des pôles assez distincts et du coup, on se marche pas dessus non plus. Et je pense qu'on communique tellement, en fait, sur la moindre chose. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à travailler ensemble, moi, j'avais déjà mon bébé, entre guillemets, mon business en ligne. Chris avait déjà son business, mais de tatouage qui n'était du coup pas en ligne. Et du coup, bah, il y a dû avoir cette... Oui, ce réapprentissage peut-être. Puis moi, c'était la première fois... Enfin non, c'était la deuxième fois que j'étais associée. Mais en tout cas, c'était la première fois que j'étais associée à un homme et à mon copain, en plus. Donc, il y a dû avoir un peu ce mécanisme nouveau à réapprendre. Mais en soi, on s'est communiqué les choses, en fait. Quand ça allait pas, quand j'étais agacée, par exemple, sur certaines choses, en disant bah, « non, mais ça, tu fais pas bien » ou machin. Mais en plus, pour une petite anecdote, moi, il faut savoir que quand elle m'a dit on va se lancer Alors, elle m'a pas dit on va se lancer en ligne, c'est qu'on a eu un projet plus ou moins commun. J'avais même pas d'ordinateur. J'étais en Thaïlande, j'ai jamais eu d'ordi. J'étais en Thaïlande, j'avais acheté un ordinateur thaïlandais avec les touches en thaïlandais. Et j'étais là, ok, bon, il faut que je fasse quoi? Elle me dit, ouais, il faut que tu fasses ça. J'étais largué, je connaissais rien du tout en ligne. Laisse tomber, une dinguerie. Partais à zéro, quoi. Ah ouais, je repartais vraiment à zéro total. Tu cliquais, il fallait 3 heures pour que la page elle arrive. C'était vraiment un truc de fou. Donc au final, on commence un truc, on sait pas vraiment où est-ce qu'on va. Pour être 100% honnête, on se dit ok, on a envie de travailler ensemble, on a un message à donner. Moi, ça fait longtemps que je suis dans le milieu psychologique, elle, ça fait longtemps qu'elle est dans l'entrepreneuriat. Je trouve qu'il y avait un ensemble à faire qui était intéressant. Et on lance un premier truc, notre première, on en parlait encore cet après-midi, notre premier programme, c'est au final une sorte de conférence qu'on fait en ligne sur débuter son éveil spirituel, se découvrir intérieurement, tout ça. Et en fait, on lance ce programme-là, ça cartonne. Ça cartonne, on a eu plus de... entre 200-300 personnes qui ne connaissaient de rien. Genre 300 personnes qui arrivaient et qui disent ok, qu'est-ce qu'ils vont faire quoi, parce qu'ils nous proposent quelque chose, est-ce que ça va vraiment être bien? Il n'y avait pas ils ne pouvaient pas visualiser notre partie de nous, on avait déjà fait des choses parce qu'on ne l'avait jamais fait. On n'avait pas de background par rapport à ça. On n'avait pas de background du tout. Donc on arrive, on lance ça cartonne. Ok, on continue et en fait c'est là petit à petit que l'effet boule de neige quoi, ça a grandi, ça a grossi. Après on a vraiment trouvé notre spécialité là où on était vraiment les meilleurs et on voulait vraiment se focaliser dessus. Et puis du coup ça a créé vraiment 2 entités et du coup là ce qui est intéressant c'est qu'elle gère une certaine partie, moi je gère une autre partie. Chacun a son identité avec sa personnalité, sa façon de travailler et puis nous on a juste à communiquer, s'échanger les informations. Mais vous séparez le pro du perso? Genre, il n'y a pas, je sais pas, je prends cet exemple-là, mais il y a des horaires où vous discutez de boulot et d'autres ou pas. Enfin, en vrai, on se sépare pas trop quand même. J'avoue qu'on le fait pas du tout, nous. En vrai, non, j'avoue, parce qu'on se retrouve au resto le soir, on va parler de ce qu'on va faire le lendemain, mais
Mais à la fois, ça nous dérange pas. Enfin, Non. je sais pas comment expliquer. En Genre, on fait, est pas... c'est vraiment drôle ce que tu dis parce que en général, les gens ils disent oui, mais il faut faire des horaires pour travailler, c'est pour vrai. parler travail, des horaires pour parler couple, machin truc. Généralement, quand les gens travaillent en couple. Genre dans le lit, on parle pas de ça et tout. Tu parles, ouais, nous on fait Non, des grands business plans dans ça le nous lit. arrivait dans le lit de regarder le plafond et de dire ok. J'ai une idée. il faudrait qu'on fasse ça, Franchement, ça, j'avoue, ça. on est assez spontané sur ça. En fait, on n'essaie pas de. On est organisé, par contre, parce que moi je sais que j'aime bien l'organisation, je suis hyper chiante avec ça. Mais sur ça, non, j'avoue qu'on ne s'est pas imposé de règles parce que lui et moi, on est assez spontanés. Donc c'est souvent que les choses, elles vont nous venir comme ça et on n'a pas envie de se bloquer dans notre créativité ou. Enfin, je sais pas. En tout cas, peut-être que moi je le vois comme un Ouais, c'est blocage, vrai. mais. Je suis d'accord. Le truc qui nous a vraiment sauvés, c'est qu'on a la même lignée sur le passage à l'action. Il n'y en a aucun de nous deux qui a peur de passer à l'action. Donc au final, dès qu'il y en a un qui a... Alors, ça nous a posé des problèmes. Ouais. Mais dès qu'il y en a un qui a une idée, on le fait. Donc des fois, quand il fallait investir avec des entreprises, des trucs, on prenait trop du coup le passage à l'action et on s'est fait avoir plein de fois. On a perdu beaucoup d'argent. Donc ça a des pour et ça a des contre. Mais Oui, mais du coup, il y a des moments où vous avez testé très vite des trucs qui ont marché aussi, du coup. Oui, par aussi, contre, c'est oui. ça. Mais c'est vrai que des fois, on n'arrive pas à se raisonner. En fait, on a tellement pas peur, et lui et moi, que du coup, direct, on dit « Ouais, ça te chauffe ? Ouais, vas-y, allez, on y va. » Et on se raisonne pas trop sur ça. Mais, ouais, c'est vrai. mais ouais. Et tu parlais de psychologie, qui est une des verticales plutôt de ta partie à toi, Chris. Quel est l'état du niveau de connaissance sur la psychologie en France? J'ai l'impression que c'est des sujets qu'on n'aborde pas du tout à l'école et qu'on aborde même peu dans les études supérieures. Je me rappelle d'avoir, moi, regardé une masterclass sur YouTube, que je conseille aux gens d'ailleurs, hein, si jamais ils la retrouvent, qui s'appelait Psychology for Business, qui était un truc en anglais d'Harvard ou de Yale, je sais plus. Et ça m'avait choqué de tout ce que j'avais appris dedans, de en fait la psychologie appliquée au business. Et pourquoi, selon toi, il y a déjà tout ce manque de connaissances là-dessus en France? Pourquoi c'est un sujet si peu abordé? Déjà, la psychologie, pendant longtemps, on a différencié le corps de l'esprit, de par Descartes. Descartes, il est arrivé, il a dit, ok, bon, il y a une partie qui provient de l'esprit, ce qu'on pense, il y a une partie qui provient de notre corps, ce que notre corps ressent. Exactement. Donc ce qui se passe, c'est que ce soit la médecine, que ce soit dans la vie de tous les jours, on a toujours différencié les deux. C'est-à-dire que si tu as mal à la tête, tu vas prendre un Doliprane. Tu vas pas te poser la question de pourquoi est-ce que tu as mal à la tête. Naturellement, tu vas prendre un Doliprane. C'est comme ça qu'on fonctionne quotidiennement. On a mal au genou, on va voir un docteur, il va nous dire. On se pose pas vraiment de questions sur pourquoi est-ce qu'on en arrive à ça, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, est-ce qu'il y a eu un événement traumatique, qu'est-ce qu'on a vécu dans notre enfance ou quoi que ce soit. Et en gros, ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est qu'on fait partie des générations qui vivons des traumatismes transgénérationnels. C'est-à-dire que nos parents ont eux-mêmes été traumatisés de choses qu'ils ont vécues, qui ont eux-mêmes eu des parents qui ont vécu la guerre, qui ont été traumatisés. Il n'y a eu aucun suivi psychologique par rapport à tout ça. Donc du coup, tu crées des enfants qui sont à l'effigie de ce que toi tu as vécu dans ta vie. Donc grosso modo, si un papa a vécu toute son enfance à être battu toute sa vie, ou une femme, peu importe, hein, a vécu son enfance à être battu, il va peut-être élever son enfant soit en le battant parce que pour lui c'est normal, soit à l'inverse être complètement contre et créer peut-être quelqu'un qui va avoir un côté très féminin très développé. Donc si tu veux, à partir du moment où on n'a pas d'introspection profonde psychologiquement parlant sur ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu ressentir, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'équilibrer tout ça au maximum, bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que dans l'éducation qu'on a, on reflète généralement l'éducation qu'on a eue. C'est plus ou moins naturel. Et c'est pas forcément conscient. C'est quelque chose de très inconscient. C'est-à-dire que tu te rends compte que ta fille vit la même chose que toi tu as vécu dans ton enfance d'une manière différente, mais elle ressent les mêmes choses. Elles se sont abandonnées. Toi tu t'es senti abandonné toute ta vie, ta fille se sent abandonnée. Comment ça se fait? J'ai mis tout en place pour pas qu'elle se sente abandonnée. Parce qu'inconsciemment j'ai un processus qui fait que mon enfant se sent comme ça parce que j'ai pas guéri moi-même mes blessures. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans l'éducation, on parle d'éducation nationale. L'éducation, c'est l'apprentissage de quelque chose. Dans l'apprentissage de quelque chose, aujourd'hui, on bloque cette limite à l'erreur. Personne n'a le droit d'échouer. Si on échoue, on est mauvais. Si on est mauvais, on est jugé parce qu'on a échoué. Donc on a une note. 1, 2, 3 sur 20, ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est qu'un enfant qui a eu 3 sur 20, on est dans cette politique où on va le critiquer parce qu'il a été mauvais dans ce qu'il fait. Et donc du coup, on va lui dire ce qu'il faut, c'est pas que tu es 3 sur 20, mais c'est que tu es 15, 16, 17. Donc il faut que tu travailles plus. Mais l'enfant, lui, il n'a rien compris à ce système-là. Lui, ce qu'il veut, c'est que lui, si la racine carrée de pi, il n'en a rien à faire parce qu'il n'y connaît rien du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est faire, je sais pas moi, pianiste. C'est ça, être un pianiste. Bon, ok, peut-être que cet enfant-là, il n'est pas adapté à ce système-là, donc on va le recadrer sur autre chose. Ça se trouve, il est très fort en musique, il est très nul en maths, et ainsi de suite. Donc en fait, on apprend aux enfants à vivre l'échec comme quelque chose de négatif. T'es mauvais, t'es jugé. T'es mauvais, t'es jugé. Alors que si on apprend à l'enfant de vivre l'échec comme quelque chose
d'évolutif, c'est-à-dire qu'il faut du feedback. Nous, les entrepreneurs, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir du feedback sur ce qu'on fait pour pouvoir évoluer. Quitte à se planter d'ailleurs. Quitte à se planter, C'est clair. c'est ça. Alors qu'au final, les enfants, eux, ils n'ont pas le droit à ça. Eux, c'est si tu te plantes, tu te fais allumer par tes parents, à l'école, en conseil, sur ton bulletin. Donc, au bout d'un moment donné, c'est compliqué. Et en plus de ça, il n'y a aucun accompagnement pour les enfants psychologique sur une gestion émotionnelle, parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est pas des problèmes parce qu'ils sont mauvais ou parce qu'ils travaillent pas bien, c'est des problèmes parce que c'est des gens qui ne savent pas gérer leurs émotions, c'est des gens qui sont empris de colère, c'est des gens qui souffrent d'isolement social. Enfin, si tu veux, c'est très compliqué aujourd'hui en termes de gestion émotionnelle. Personne n'a d'intelligence émotionnelle à apprendre aux enfants à l'école, ce qui est pour moi la base de tout, parce qu'une mauvaise intelligence émotionnelle amène par la suite de mauvais résultats dans la vie, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie en tant que travailleur, tu vois. Donc c'est vraiment super important déjà de prendre en compte que l'aspect psychologique, il n'est pas dans cet accompagnement-là. Par la suite, tu as tout ce qui est aussi en termes d'accompagnement sur tous les traumatismes que vit l'enfant, parce que l'enfant, il ne va pas en parler. Il va donner des messages qui vont être inconscients. Maman, elle a dit ceci, papa, il a dit cela. Mais il ne va pas donner de message réellement sur ce qu'il vit. Il n'y a pas d'accompagnement. Un enfant, on ne sait pas dans quel milieu il est, on sait avec quels parents est-ce qu'il grandit, mais on ne sait pas réellement comment ses parents sont avec lui, si tu veux. On n'a pas réellement d'accompagnement sur l'enfant. On se dit, ok, on sait que là, il va être le plus stabilisé possible et le mieux accompagné pour rentrer dans la vie. Quand tu quittes l'école, quand tu arrives dans la vie de tous les jours, c'est un fossé, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je pense aussi que toutes ces personnes qui arrivent et qui ont bac+5, bac+6, mais que derrière ils galèrent à trouver du travail, c'est parce que ces personnes-là, non seulement ils n'ont jamais appris à être intégrés, peut-être que financièrement ils ne s'y retrouvent pas, peut-être que émotionnellement, au final ils font quelque chose qui ne leur fait pas plaisir, alors toute leur vie ils ont travaillé pour faire cette chose-là. Enfin si tu veux, toute cette gestion émotionnelle elle n'y est pas et c'est un gros problème aujourd'hui. Parce que tu le vois partout, même les politiciens, ils apprennent à gérer leurs émotions, ils apprennent à gérer leur non-verbal, ils apprennent à gérer leur paraverbal, leur façon de communiquer. Et parfois, ils le gèrent très mal d'ailleurs. Et parfois, ils le gèrent très mal, comme tu vois Macron avec Le Pen, notamment sur les dernières élections, quand tu fais le face-à-face, t'as Macron qui la regarde comme ça avec une grande tête. Enfin, tu vois que voilà, exactement, cette tête-là. Tu vois que le paraverbal, le non-verbal, il y a quelque chose, si tu veux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que comment est-ce qu'on va faire pour que les générations à venir, elles ne souffrent pas de ce que nous, on souffre. C'est la question que j'allais te poser, justement. C'est ça, moi... Comment faire ? Parce que, je comprends très bien que toi, tu es capable d'accompagner pour des personnes, mais c'est plutôt généralement des adultes, en plus, généralement, j'imagine. Ouais, parce que l'accompagnement pour des adultes et l'accompagnement pour les enfants, c'est pas la même chose. Moi, je me suis beaucoup occupé d'enfants dans ma vie. Cependant, je ne fais pas d'accompagnement pour les enfants. Mais il y a quand même cette chose où l'enfant, il n'a pas la même manière de communiquer que nous, on a cette facilité de communication. Pourquoi ? Parce que son cerveau est en train de évoluer, est en train de comprendre, est en train de grandir. Il y a des connexions qui se font, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Cette neuroplasticité-là, chez l'enfant, elle est immense. Ce qui veut dire que lui, il ne vit pas tout consciemment parlant, parce que les liens ne sont pas assez solides, mais par contre, il va tout vivre émotionnellement parlant. Entre 0 et 7 ans, un enfant, en général, réagit de manière émotionnelle. Je te donne un morceau de chocolat, il va être super content, je l'enlève 2 minutes après, il va se mettre à pleurer. Si je le fais avec toi, il n'y a aucune chance que tu te mettes à pleurer. Tu vois, c'est pas sûr que tu te mettes à pleurer. Mais grosso modo, c'est parce qu'il n'y a aucune rationalité. Donc en fait, à partir de cette zone-là, de son enfance, il faut réussir à faire en sorte que cet enfant-là il soit accompagné émotionnellement sur ce qu'il ressent. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont super bien faites. Tu as des bouquins qui expliquent aux enfants comment justement, qu'est-ce que la colère, qu'est-ce que la souffrance, qu'est-ce que la tristesse, qu'est-ce que la joie, tu vois. Et en fait, en ayant cette approche de la vie et non pas de ce qu'on veut qu'il soit, et directement, il y a un switch qui se fait parce que l'enfant, il est plus dépendant de ce que les parents veulent qu'il soit, mais il est dépendant de ce que lui, non seulement a envie d'être, parce que en grandissant, ça change, mais il va être aussi apte à gérer ce qu'il ressent dans toutes les situations de tous les jours. C'est-à-dire, il va avoir une fille qui va croiser dans la rue, qui va être magnifique, ça ne veut pas forcément dire qu'il va aller la voir pour lui dire « donne-moi ton 06, machin truc », tu vois. Parce qu'il y a une sorte de gestion émotionnelle, une compréhension, une empathie qui est développée. Situation. Totalement, une lecture de la situation, une empathie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas ça. On n'apprend pas ça. Et c'est pour moi, dans le système, et ça se fait chez notamment Montessori ou autres, il y a plein de systèmes qui apprennent à le faire, mais pour moi, il devrait vraiment y en avoir un accompagnement spécialisé pour les enfants sur la gestion émotionnelle, de la communication, de savoir communiquer aussi, sur ce qu'on ressent. Il n'y a pas de problème de dire que je suis triste, il n'y a pas de problème de dire que j'ai peur. Voilà, tout cet aspect-là, en accord avec ce qu'on ressent et ce qu'on dit et ce qu'on fait, pour moi, c'est primordial aujourd'hui. Il faut que les enfants aient cet accompagnement-là. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent auprès des gens qui ont justement monté des business autour de la formation, autour du coaching, autour du fait d'améliorer des verticales très précises.
c'est souvent des disciplines qu'on n'apprend pas à l'école. Non. Donc la vente, la psychologie, le marketing, l'affiliation, même j'ai envie de dire parfois même la tech, le fait de développer. Beaucoup de développeurs ont appris ça en fait de leur côté et pas dans une école. Toi, c'est plutôt le côté, on va dire, marketing, mais comment toi tu perçois en fait ce côté nouveaux apprentissages en fait, tu vois? Comment tu vois ce côté un peu, on parlait d'école Montessori, ces espèces de nouvelles écoles en ligne qui se créent, et là pour le coup plutôt pour des adultes. Ben, moi, je trouve ça super dans le sens où, alors, même si je suis dans une partie très marketing, je me suis aussi bien butée au dev perso et à la spiritualité, on va dire, parce qu'en fait, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on est face à soi-même. Donc, il y a un moment donné, on va être face à nos plus grandes peurs, à nos plus grands doutes, à nos plus grandes blessures, j'ai envie de dire, et des blessures même très, très personnelles qui vont revenir dans notre business. Et on n'a pas le choix d'aller, j'ai envie de dire, les guérir, mais en tout cas, d'aller les conscientiser et d'aller faire au mieux pour que ça se passe mieux au lieu de nager dedans. Et moi, je trouve ça super qu'il y ait de nouveaux apprentissages, et il devrait y en avoir même encore plus, justement, pour apprendre, au-delà de la gestion émotionnelle, juste un bon gros cours de dev perso. Alors, le dev perso veut tout et rien dire, mais en tout cas, de quelque chose qui nous pousserait à rentrer plus en introspection, plutôt que de suivre machinalement des choses, en fait. Juste théoriquement, j'ai même envie de dire, parce que à l'école, oui, effectivement, c'est de la théorie, en disant, vous êtes comme ça, donc vous devez faire comme ça. Mais en fait, sur 30 personnes dans une classe, on n'est pas tous pareils, on ne réagit pas tous pareil, on n'a pas tous les mêmes blessures, machin, enfin, on n'a pas tous besoin de travailler la même chose. Et quand on se retrouve effectivement dans le monde de l'entrepreneuriat, on est largué. On est largué parce que on se retrouve face à tout ça, tout ce qui nous a fait peur, et on est là, qu'est-ce que je fais avec ça, avec tout ce bagage émotionnel. Parce que quand on est dans le salariat, je dis pas que c'est plus simple, mais je pense vu qu'on nous dit un petit peu quoi faire quelque part, on a déjà nos tâches un peu respectives, où l'entrepreneuriat, on touche finalement un peu à tout, surtout au début. C'est là qu'on se découvre aussi et qu'on se dit, là, j'ai des lacunes là-dedans, ou là, il y a ça qui remonte, ou là, j'ai une angoisse pas possible par rapport à ça. Et on ne nous apprend pas à le gérer, ça. On nous apprend pas. Donc, c'est à nous, en tout cas, d'aller faire le travail. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, maintenant, le font. On parle souvent de ce fameux mindset, ce qui veut tout et rien dire aussi, mais d'aller travailler son mindset, etc. Mais travailler le mindset, c'est pas juste oui, je suis fort, je vais y arriver, un discours très yang, comme j'aime bien le dire. Ouais. Mais c'est aussi tout ce côté de l'entrepreneuriat où il faut savoir aussi parfois se poser, réfléchir, douter, se permettre aussi de faire des pauses, c'est OK aussi. Voilà, je sais qu'on se le permet pas tout le temps, parce qu'on entend souvent des gros discours, allez, on y va, on fonce. The Miracle Morning, machin, où il faut se lever à 5 heures, faire 10 minutes de sport, 10 minutes de méditation et tout. Oui, d'accord, mais on se perd un peu des fois, je trouve, là-dedans. Mais est-ce que justement, qu'est-ce que toi tu penses un peu des critiques qui arrivent de plus en plus sur le développement personnel, y compris émises par des gens qui en ont fait ou qui en font publiquement? Je pense notamment à une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Mathias, qui est sorti très récemment là-dessus. Statistiquement parlant, même si tu charbonnes et que tu persévères, t'as toujours 44% de chance d'échouer un objectif ambitieux. Soit presque une chance sur deux. Donc non, si tu bosses, tu réussis pas forcément. Premier point où le dev perso me saoule. Il y a quelques personnes qui en parlent assez récemment. Il y a eu Juliette Funès qui a écrit un bouquin en parlant du développement impersonnel, en disant ça. Ouais. Qu'est-ce que toi t'en penses de ces critiques sur le développement personnel? Alors, j'ai pas tout entendu comme critique sur le dev perso, mais moi j'avoue que, d'ailleurs on en parlait juste avant, moi je catégorise un peu maintenant, il y a une partie un peu dev perso toxique. Cette fameuse positivité toxique où on prône que le positif, et en fait on va même s'inventer des problèmes. Genre, en tout cas, moi, c'est ce que j'observe, et c'est ce qu'on peut observer aussi par rapport aux personnes qu'on peut coacher. C'est, on voit tellement de notions de dev perso, tu vois, par exemple, l'hypersensibilité, machin, qu'on va s'identifier, on va dire, oh, moi, ça y est, ça me parle, je suis hypersensible, ça y est, j'ai un problème par rapport à ça. Mais non, en fait, tu vois, enfin, genre, non, arrêtez, quoi. Et il y a plein de trucs comme ça, que même dans l'entrepreneuriat, finalement, on va s'inventer des problèmes, et en fait, on essaie d'aller chercher une espèce de perfection qui nous déshumanise. Et moi, ça me dérange dans le dev perso, parce que le but du développement personnel, déjà, c'est personnel. Donc, c'est censé se vivre. C'est comme la spiritualité, etc. C'est des choses qui, pour moi, doivent rester très simples, même dans les mots, etc. Il n'y a pas besoin d'extrapoler tous les principes. Et au final, des fois, tu comprends plus rien. Des fois, tu regardes un truc, tu te dis, mais j'ai rien compris à son discours. Et en plus, ça doit rester hyper perso. Donc, c'est vraiment rentrer en introspection et pas d'aller s'identifier aux problèmes des uns, des autres, ou parce qu'on voit un contenu, qu'on se dit, ah non, mais oui, mais moi, je me reconnais là-dedans, j'ai des troubles du déficit du comportement, du machin et tout. Mais non, mais pas du tout. Donc, en fait, moi, je trouve qu'il y a une partie qui est un peu toxique, et je suis assez d'accord avec certains qui, en tout cas, en parlent. Ça commence à se démocratiser un petit peu. Parce que, en fait, on n'a pas à être parfait.
on n'a même pas à être meilleur. Quand tu dis oui, je vais être meilleur, on est déjà meilleur, on est déjà parfait. Le but, c'est pas d'aller voir que le beau et d'attirer le positif et machin, parce qu'il y a tous ces discours-là aussi où il faut penser positif pour acheter le positif. Oui, d'accord, mais demain je me fais larguer, tu vas pas me dire pense positif, enfin j'ai envie de pleurer quoi. Donc et souvent il y a un déni de ces émotions aussi, tu vois, il y a des gens qui vont dire mais non, il faut pas pleurer, sinon tu vas la tirer, machin. Bah non, en fait, j'ai juste envie de pleurer, donc je vais pleurer quoi. On essaie de camoufler un peu, tu vois, tout le mauvais ou tout ce qu'on rejette chez nous. Oh, je suis impatiente, oh, je suis comme ça, tous les défauts, etc. On essaie de les rejeter, ah ben je vais aller changer ça. Ben non, en fait, les outils de dev perso ne sont pas là pour changer, à mon sens, mais plutôt pour s'aider, en fait, au mieux à appréhender, à mieux se connaître et à mieux s'aimer, finalement. C'est l'amour de soi, mais... Je comprends très bien. Ouais. Et du coup, je sais pas si peut-être ça vous parlera moins, mais les livres d'un Bruno Patino sur la civilisation du poisson rouge ou de Jordan Peterson sur les 12 règles d'une vie, je sais pas si c'est des livres qui vous parlent, mais qui sont beaucoup moins... Moi, je les ai pas lus. Beaucoup moins dev perso, qui sont beaucoup plus, on va dire, presque anthropologiques ou philosophique, je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi du coup la place dans le développement personnel et dans le fait d'accompagner psychologiquement, humainement, même j'avais envie de dire là, de psychologiquement, humainement un peu les gens, les entrepreneurs ou autres dans leur vie, une approche parfois peut-être plus à l'ancienne, plus traditionnelle en fait, où en fait on va sortir un peu du développement personnel extrêmement de nouvelle génération, qui est parfois on va dire exagéré dans le côté perfection de soi, pour revenir à des choses un peu plus philosophiques, un peu à l'ancienne en fait. Alors pour ma part, moi je suis un adepte de la philosophie, j'adore ça. Je me considère même comme un philosophe urbain, c'est notamment là-dessus qu'est traité mon livre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les gens font du dev perso pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on a vu que le dev perso, ça marchait, très bien. On a vu que ça pouvait rapporter de l'argent, très bien. Donc il y a des personnes qui n'ont ni qualification et qui ne savent pas faire d'accompagnement, d'accord, parce que l'accompagnement ça s'apprend aussi, hein. On n'accompagne pas quelqu'un comme ça quand on va promener son chien dans la rue, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais il y a des personnes qui identifient un petit peu à ça et disent ok, bon ben cette personne-là ça va être un petit peu mon toutou entre guillemets, mon porte-monnaie ambulant, donc moi je vais lui vendre un accompagnement à tant d'euros, au final il se passe rien et tu l'as plus détruit qu'autre chose cette personne-là. Donc si tu veux, il y a aussi cette chose où le dev perso aujourd'hui tout le monde peut faire n'importe quoi sans forcément avoir de formation. Ok, je dis pas que la formation prouve tes capacités de quelque chose. Elle va plutôt prouver le fait que tu aies déjà une forme de légitimité et le fait que tu aies quand même suivi une sorte de formation pour savoir comment accompagner les gens. Parce que tu peux quand même être très très fort dans l'accompagnement, mais passer à côté de quelques notions. Maintenant, dans tout ce qui va être autour de la philosophie, on va dire un petit peu plus ancienne, je pense que tout a besoin d'être renouvelé. La philosophie, c'est très bien. Freud, la psychanalyse, Jung et j'en passe, c'est extraordinaire. C'est eux qui ont fait les plus belles découvertes psychiquement parlant. Par contre, à côté de ça, il faut de l'évolution. Donc pour l'évolution, il faut reprendre, comprendre, analyser et vouloir faire évoluer. Et la seule différence, c'est ça, c'est que les gens ne veulent pas faire évoluer, ils veulent gagner de l'argent. Et ça n'a rien à voir. Si tu prends un thème et que ce thème-là, tu veux le transformer pour réellement impacter les gens, là, tu fais plus du développement personnel, t'aides en tant qu'être humain sur un autre être humain à faire en sorte que cette personne-là, au lieu d'aller vivre de la solitude, aller peut-être se suicider, comme on a vécu malheureusement ce matin dans le train, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, tu peux l'aider à qu'elle ne passe pas à l'action, à qu'elle puisse se sentir mieux, à qu'elle puisse avoir une famille, à des amis et tout ça, à avoir des relations. Donc c'est ça qui est important. La vraie question qu'il faut se poser quand on fait du développement personnel, de la philosophie, de la psychologie ou autre, c'est pourquoi est-ce que tu le fais ? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu le fais parce que tu veux gagner de l'argent? Est-ce que tu le fais parce que dans le statut social c'est intéressant? Ou est-ce que tu le fais parce que tu veux aider les gens? Et à partir de ta réponse, tu sais où est-ce que tu vas aller. Maintenant, il faut prendre un thème et après le modifier. Mais philosophiquement parlant, comme tu disais, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Il y a plein de sujets qu'on ne va pas voir. Parce que ces sujets-là, ils paraissent un petit peu old school, entre guillemets, ou autre. Mais le problème, c'est que les sujets new school, où on va te dire, ok, t'inquiète pas, tu souffres, t'as peur, t'as mal, c'est normal, Dieu te l'a donné. T'inquiète pas, c'est normal, spirituellement, c'est ton maître extérieur qui t'a donné ça. Et en fait, si tu veux, on rejette tout sur une pseudo-spiritualité, Dieu ou autre. J'ai absolument rien contre les religions ou quoi que ce soit, bien au contraire, mais ce que je veux te dire, c'est que ça se vit personnellement et intérieurement, comme disait Soso. Et la petite subtilité, c'est qu'aujourd'hui, dans tout ce qui va être toxique, notamment ce qu'on appelle du New Age, c'est qu'on va tout rejeter à l'extérieur. J'ai besoin de tirer les cartes pour savoir ce qu'il va m'arriver. Et je vais prendre des décisions en fonction des cartes que j'ai tirées. Merci. On se déresponsabilise beaucoup en fait. Ouais, c'est on aime ça, bien mettre notre pouvoir à l'extérieur en disant de toute façon c'est pas ma faute. C'est comme ça. Parce que voilà. Même moi, et pourtant tu vois, je fais de l'astrologie aussi à côté.
Mais je m'en sers pas comme ni pour me mettre dans une case, ni pour me dire ah mais de toute façon c'est parce que le Mercure est rétrograde. Donc bon, quoique pour des lancements de projets parfois. Tu me le fais le Mercure. Non mais ouais, on a tendance à Ouais. beaucoup se déresponsabiliser, je pense. Je comprends complètement. Est-ce que vous pensez que, d'un certain point de vue, le développement personnel ou même la psychologie, comme tel que vous l'abordez, est-ce que c'est politique, un peu? Est-ce que c'est une vision de la société qu'on peut qualifier un peu de politique? Parce qu'on sait que beaucoup de critiques qui viennent à l'endroit du développement personnel, mais même plus globalement de l'infopreneur, des nouvelles manières en fait, d'apprendre et d'enseigner, viennent souvent en fait de logiques un peu politiques de fond, de gens qui vont être ou plutôt marxistes et qui vont rejeter ce truc-là comme un nouvel instrument capitaliste, ou plutôt nationalistes en disant que c'est une manière de dévoyer un peu l'unité nationale. Comment vous voyez le truc? Est-ce que c'est presque politique pour vous ou pas du tout? Oui, moi je trouve que oui. Ça peut carrément rentrer dans un sujet carrément politique, parce qu'il y a tellement de débats, il y a tellement de choses. Et effectivement, pour moi, c'est deux écoles. Tu as autant les personnes qui vont te soutenir, qui vont soutenir tes idées, etc., que d'autres qui vont carrément dire, te qualifier même de secte. Ou tu vois, en fait, il y a vous avez vu ces qualificatifs-là? Ah ouais. Ouais, on l'a eu un peu gourou et tout, à un moment donné. Ouais. Ça, à partir du moment où tu... C'est plus insultant pour les gens qui vous suivent que pour vous d'ailleurs. Ouais, c'est c'est clair. Au final, comment qualifier gourou, quoi. Mais oui, c'est ça. En fait, j'ai envie de dire, il y a des extrémistes dans tout, quoi. Et effectivement, le dev perso, l'infopreneuriat, l'entrepreneuriat de façon générale, ça en fait partie parce que oui, en fait, on peut être confronté à pas mal de réflexions diverses et variées, pour le coup. Ouais. Et vous le prenez comment quand on vous traite de gourou? Franchement, maintenant, on s'en fout. Ouais. Au début, je pense qu'on s'attachait beaucoup à ça. Comme tout, après, je pense que c'est un travail personnel aussi, de détachement, du regard de l'autre, etc., du jugement. Mais sincèrement, maintenant, ça va. Moi, ce que je trouve, moi, j'ai été fait beaucoup attaquer parce que je rentrais vachement dans les notions de dépression, dans les notions un petit peu médicales. Et il faut savoir que les thérapeutes, les coachs, par rapport aux psychologues, non seulement ils ont des prix qui sont beaucoup plus élevés, mais en plus de ça, ils leur prennent une grosse part du marché. Donc, ce qui veut dire que les psychologues, ils sont en rébellion contre les coachs, les thérapeutes et tout. Et ils n'ont pas entièrement tort parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Donc, j'ai envie de te dire, il y a comme un équilibre à avoir. Maintenant, pareil, le psychologue qui prend tout son temps à aller insulter celui qui fait des accompagnements, c'est que lui, il n'a pas de travail. Donc, il ne doit pas être, tu vois. Sinon, il ne ferait pas ça. Il aurait d'autres problèmes à gérer, tu vois. Donc, il y a cet équilibre à avoir. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans cet univers-là, il y a un aspect qui va être politique parce que tout simplement, les personnes, ils veulent être, comment je pourrais qualifier ça, un petit peu au centre de l'attention. C'est-à-dire que quand on fait du développement personnel, quand on fait de la thérapie ou autre, quoi que ce soit, on va toujours, et ça c'est incroyable, avoir un jugement sur moi j'ai fait ça, lui il n'a pas fait ça, elle a fait ça, lui il n'a pas fait ceci, lui il n'a pas fait cela, lui il n'a pas fait cela. Et en gros, les débats qui rentrent en jeu, c'est qu'aujourd'hui, plus les gens vont être éveillés à comprendre leur système, qu'ils ne sont peut-être pas adaptés au système aujourd'hui en France, qu'ils s'éveillent en eux d'autres capacités, qu'ils commencent à se découvrir et qu'au final, tout le monde recherche la liberté. Cette liberté, on la trouve où? On a réussi à entreprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être plus de personnes veulent entreprendre, parce qu'il y a le confinement, les gens veulent être plus libres, donc plus de liberté, plus réussir à entreprendre. Et c'est là en fait que ça pêche, et notamment on le voit sur les enquêtes exclusives et j'en passe. À chaque fois qu'il y a un documentaire sur des coachs, sur des thérapeutes ou autres, c'est pour les allumer. Il n'y en a aucun qui va te dire ok, on a trouvé le thérapeute de l'année qui te fait le truc de fou, qui a accompagné plus de 1000 personnes, qui a soigné plein de trucs. Non, ça, lui on n'en parle pas. On parle de ceux qui sont mauvais et qui font n'importe quoi. Bon, ça fait faire du buzz, de toute façon, comme toujours. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme sur l'influence, on met Magali Berda en avant. C'est la même chose. Alors que moi, j'ai une dizaine d'amis qui ont des agences d'influence, on en a nous-mêmes une. Il n'y a pas de dropshipping, il n'y a pas de télé-réalité dedans. Hein. Ouais. Et pourtant, les sommes sont très grosses. J'ai envie de passer à la troisième partie où en fait, c'est des citations et j'aimerais avoir un peu vos ressentis. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de beau dans ces citations-là et quelque chose un peu d'éternel, on va dire. Et donc voilà, vous réagissez un peu comme vous voulez. Un entrepreneur est quelqu'un qui se jette d'une falaise et construit un avion pendant la chute. C'est de Reid Hoffman. Elle est belle celle-là. Ouais, c'est beau et je trouve que ça fait beaucoup de sens parce que, en tout cas, tout à l'heure, même quand je te disais, on se jette dans le vide.
C'est vraiment ça en fait, on se jette dans un inconnu, on sait même pas, c'est un ravin même parce qu'on voit rien quoi. Et effectivement, on apprend sur le chemin en fait, on apprend petit à petit parce qu'on nous a pas appris avant. En général, on n'apprend pas à l'école comment être entrepreneur, comment gérer vraiment bien sa société, comment gérer ses émotions aussi dans la société. Donc ouais, moi je pense, je suis plutôt d'accord avec cette phrase. Je trouve qu'elle fait beaucoup de sens. Moi, je rajouterais même un petit truc, tiens. Vas-y. Tu sais, le gars, il arrive, il change les citations. Hein. Le gars, il est en baptiste, quoi. On est là pour faire évoluer. Exactement, voilà. Le gars est à l'aise, quoi. Moi, je rajouterais même, il a construit un avion, mais il a aussi regardé pourquoi il est tombé. Et en gros, quand il parle de se jeter, c'est jeter en tant qu'entrepreneur. Ouais. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes vont avoir tendance à se jeter sans même regarder pourquoi est-ce qu'ils se sont jetés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'ils jettent, ils reproduisent le même schéma. Et au final, peut-être qu'ils passent à côté de quelque chose. Donc, c'est beau le fait de se dire pourquoi la chute, quoi. Mais pourquoi la chute? Quelle est l'intention derrière, oui, effectivement. C'est ça. Si tu ne crois plus en l'État et que tu veux faire changer des choses, ça doit passer par l'entrepreneuriat. Honnêtement, et c'est pas que d'un point de vue fiscal. Oui, on se fait allumer par les impôts, mais moi, voilà. Tu vois, j'ai liquidé une dernière SASU, là, donc j'ai toujours été en France et j'ai toujours payé mes impôts. Mais c'est surtout, ouais, c'est le système, en fait. C'est même pas que les impôts en soi, même le système tout court ne pousse pas à l'entrepreneuriat en France. On te met des bâtons dans les roues en fait pour tout, pour rien. Pour avoir un crédit à la banque, c'est une galère pas possible. Pour trouver un logement quand t'es entrepreneur, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, si t'as pas 2-3 ans de bilan comptable, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est la mentalité, plus que l'aspect entrepreneur. C'est-à-dire que pourquoi on est dans une société en Europe. C'est grand l'Europe. Si je prends l'Europe et les États-Unis, quelles sont les méga startups qui ont gagné le plus d'argent, qui ont tout pété? Est-ce qu'elles sont en Europe? Non, elles sont taxées. Si tu vas peut-être avoir Audi, qui est en Allemagne ou non, c'est pas Ford. Non, je crois que c'est. Oui, mais je crois que tu dois en avoir. Elles sont légères, c'est Revolut, elles sont légères. Ça va être Ouais. Back Market. C'est ça. C'est pas énorme. Ça va être NordVPN, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme. Tu compares à Google, Tu Snapchat. voilà. C'est ça. Google, Snapchat. Non, il y a Spotify. Qui est suédois. Spotify, exact. Ah oui, c'est vrai. Exact, Spotify. Mais voilà, c'est minime. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est qu'on n'est peut-être pas dans une société où on nous pousse à entreprendre. On est plutôt dans une société où on nous pousse à entretenir. Et je pense que c'est pas la même chose, quoi, tout simplement. Et puis la mentalité française, elle est vachement dans le « t'y arriveras pas ». Non, vaut mieux pas que tu le fasses. Non, le fais pas. Oh, c'est trop risqué. C'est trop risqué, tu sais, tout le monde dit ce qu'il pense, lui, de cette Tout le monde situation, projette ses donc, peurs, oui, c'est normal. compliqué. Enfin, c'est Moi, normal. c'est vraiment le truc. C'est vraiment pour ça, en tout cas, que moi, j'ai voulu partir, parce que la mentalité, j'en pouvais plus. Pardonne à tes ennemis, mais n'oublie jamais leur nom. Ok. Ok. Je suis plutôt d'accord avec ça, dans le sens où je suis pour le pardon. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça accepte, que ça valide les faits et gestes qui ont été commis. Mais oui, je suis plutôt pour le pardon parce que si on pardonne pas, c'est en nous que la lourdeur elle est, c'est pas en l'autre. Donc la noirceur, elle va rester en nous. Donc ouais, on pardonne, mais ça veut pas dire qu'on répète les mêmes erreurs et qu'on refait la même chose ou qu'on se réassocie, peu importe si on parle du business. Mais Ouais, moi, je suis d'accord, 100%. Le pardon, en fait, il est envers soi-même. Il n'est pas envers les autres. On ne donne pas son pardon, on le donne à soi. C'est « moi, je te pardonne ». Donc moi, je me sens en paix avec cette situation. Par contre, j'oublie pas ce que tu m'as fait. Et Nelson Mandela était vachement fort justement pour ça. Il disait la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que ce soit l'autre qui meurt. Et c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si moi, je pardonne pas, au final, je m'auto-détruis. Plutôt qu'au final, je suis... Pendant que l'autre, potentiellement, vit sa meilleure vie, quoi. Exactement. Clairement. Oui, et généralement, ça arrive souvent, ça. Quand quelqu'un se met en colère, c'est la personne qui a fait mettre en colère la personne qui est en face de lui qui gagne. C'est pas celui qui se met en colère. Parce qu'au final, il est dépendant de cette situation-là. On voit beaucoup ça dans les débats. On voit beaucoup ça À dans mort, les débats. c'est le La but. personne qui s'énerve Ouais. sans qu'elle perd quelque chose. Ouais. Et du coup, dernière question, est-ce que vous voulez enrichir cette liste de citations de vous ou de celle de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez une citation que vous portez au quotidien? Tu as cité celle de Mandela, mais si tu veux en mettre une autre. Moi, j'en ai plein. Moi, j'ai même le titre de mon livre, ça serait que c'est un petit peu une reprise de Mark Twain. C'est l'impossible est une croyance limitante. Parce que pour moi, rien n'est impossible du tout. Impossible, c'est juste se dire que... Ouais, ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Du coup, ils l'ont fait. Sauf que là, moi, je suis plus dans le système de croyance limitante, dans le sens où toute notre vie, on croit plein de choses. Même celui qui ne croit pas, il croit. Il croit en rien. Ouais. Donc, dans tous les cas, il croit. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces croyances-là, elles nous limitent à faire plein de choses. À partir du moment où tu sais que quelque chose t'empêche d'arriver à ce que tu veux, elle est limitante.
Donc c'est pas impossible. Donc moi j'ai vu des gens faire des trucs incroyables. Regarde, on va bientôt aller sur Mars. Elon Musk il va aller sur Mars. J'ai vu des gens, mon grand-père notamment, qui a vécu 3 AVC, 2 infarctus, 4 cancers, 2 phlébites, et j'en passe plein de maladies. Il est mort à 84 ans d'une insuffisance cardiaque. Pourtant le gars, on ne lui aurait pas donné 0,0 au 15e décimal de pourcentage de chance, tu vois. Non, mais il y a des gens qui y arrivent. Pourquoi est-ce qu'ils y arrivent? Ben, ça c'est la magie de cette vie, quoi. Donc moi j'aime bien ça. Ben moi comme message, en tout cas ce qui vient, parce que c'est vrai qu'on s'intéresse à beaucoup de choses mine de rien, on a du mal à se mettre dans des catégories. Moi je sais que c'est le business, c'est le dev perso, c'est tout. C'est plus difficile pour communiquer quand t'as pas de catégorie, mais ça reste plus proche de la réalité de tout le monde, je trouve. Ouais, c'est ça, complètement. Mais ouais, je sais pas, en fait je dirais, je reprends un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est facile à dire, mais d'arrêter de se comparer aussi. Parce que quand on a envie d'être entrepreneur, forcément, on prend modèle sur tout et tout le monde. Mais tout et tout le monde ne fait pas ce que nous, on va faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, en fait, on se compare trop et des fois, on tombe un peu dans une illusion en se disant « Mais si je fais pas ça, j'arriverai jamais ici. » Et du coup, ça a tendance à être très culpabilisant. En tout cas, moi, je parle plus personnellement parce que moi, j'ai eu tendance à le faire ces 4 dernières années, à me comparer un peu trop. Et au lieu de Alors, ça avait une certaine forme de motivation, mais ça avait aussi une grosse forme de frustration derrière. Parce que quand j'arrivais pas à ça, moi et mon perfectionnisme, je me disais, je suis nulle, je vais pas y arriver parce que si lui ou elle l'a fait, moi, j'y arrive même pas. Donc, ouais, on le répétera jamais assez, c'est un peu bateau, mais vraiment de faire les choses pour soi, en fait, et de se dire qu'on est unique surtout. C'est hyper important parce qu'on a tendance à tous se dire on est entrepreneur, ok, on est tous pareils, on va tous faire la même chose, on va tous se lever à 6 heures pour aller faire cette routine-là. Bah non, en fait. C'est vraiment de se trouver soi, quoi. Être entrepreneur, c'est aussi se trouver pour moi. C'est savoir s'écouter, c'est savoir faire des moments de pause. C'est pas toujours être dans son yang et être à fond, quoi. Donc, ouais, ce serait plus ça, plus philosophie. Merci Solène, merci Chris. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. Ouais, merci beaucoup, c'était super. J'espère que l'interview vous a plu. Évidemment, si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, lâchez un like, vous connaissez la recette maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews. Ciao. Let's begin.